Bienvenue, chers auditeurs, dans une histoire qui vous emmènera aux frontières de la réalité et de l'inconnu. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas simplement une légende, ni une fiction effrayante. Non, ce que vous allez découvrir est une exploration de l'esprit humain, de la folie et des mystères qui se cachent dans les recoins sombres de notre existence. Imaginez un homme comme vous et moi, dont la vie tranquille est brusquement bouleversée par la disparition de son oncle. Un homme que l'on croyait un peu trop attaché à ses théories étranges, ses idées de conspiration, ses histoires de monde caché. Mais quand cet oncle disparaît sans laisser de traces, un doute s'installe, et si tout ce qu'il avait dit était vrai, l'histoire qui suit raconte l'incroyable descente aux enfers d'un homme à la recherche de réponses. Il n'avait pas prévu que cette quête le mène si loin, vers un secret terrifiant enfoui sous la surface de notre monde. Ce qu'il découvre dans les profondeurs de son enquête est plus horrible que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un secret si vieux et si sinistre qu'il menace de tout engloutir. Préparez-vous. Cette aventure pourrait bien changer à jamais votre vision du monde ou de ce qui s'y cache. Laissez-vous emporter dans une spirale de terreur et de mystère. J'ai toujours eu une relation particulière avec mon oncle Julien. C'était un homme étrange, un peu marginal, avec ce regard vif et inquiet qui semblait constamment scruter quelque chose que personne d'autre ne voyait. Tandis que la plupart des membres de ma famille le voyaient comme un excentrique, voire un illuminé, moi je l'adorais. Il avait ce don pour raconter des histoires, pas de celles qu'on lit dans les livres pour enfants, mais des récits sombres, profonds, pleins de mystères. C'était peut-être pour ça que je l'écoutais toujours avec fascination. Julien ne sortait que rarement de chez lui, une petite maison reculée à la lisière de la forêt de l'Ormont, non loin de Bordeaux. La bâtisse était vétuste, presque cachée par la végétation envahissante, avec une vieille antenne radio rouillée sur le toit, toujours en activité. On aurait dit une sorte de refuge de survivaliste. Chaque fois que je lui rendais visite, je me demandais comment il pouvait vivre seul, dans un endroit aussi isolé, sans sombrer dans la folie. Peut-être que la folie l'avait justement attiré ici. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Il m'appelait plus souvent, souvent tard le soir. Ses messages devenaient incohérents, presque paranoïaques. Il me parlait d'un signal qu'il captait, d'un bruit grave, très grave, qu'il enregistrait parfois la nuit avec ses appareils. Il disait que ça ne venait pas de la terre, ni du ciel. Il y a quelque chose sous nos pieds, Clément. Quelque chose d'ancien, quelque chose de vivant. Je mettais ça sur le compte de son isolement et de ses théories farfelues, même si une part de moi, celle qui avait grandi à l'écouter, me racontait ces histoires étranges, avait envie d'y croire. Mais tout a basculé quand il a cessé de répondre. Pas un message, pas un appel, rien. Pendant 3 jours, j'ai tenté de le joindre. En vain, au bout du 4e, j'ai décidé de me rendre chez lui. Le trajet en voiture m'a paru plus long que d'habitude. Il pleuvait légèrement, un de ces crachins persistants qui rendent l'air poisseux. En approchant de sa maison, j'ai remarqué que la végétation semblait avoir gagné du terrain. L'herbe était haute, presque sauvage. Les branches des arbres frôlaient la route, comme si la forêt elle-même voulait avaler l'endroit. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Julien n'aurait jamais laissé sa porte ainsi. Jamais. Je suis entré lentement, appelant son nom. Pas de réponse. L'intérieur était dans un désordre relatif. Des papiers éparpillés sur le sol, des carnets ouverts, des cartes recouvertes de cercles rouges, de flèches, de notes griffonnées à la hâte. Il y avait même une grande carte topographique de la région, posée sur la table de la cuisine, avec un point marqué au feutre noir, une zone à la lisière sud de la forêt. Juste à côté, son magnétophone portatif clignotait. Je l'ai allumé. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Un bruit sourd, profond, comme un battement régulier. Puis, un son plus aigu, métallique, et enfin la voix de Julien, tremblante.
Je crois que j'ai trouvé l'entrée. Si je n'en reviens pas, dis-leur que ce n'est pas un mythe. C'est là, sous nos pieds. Puis plus rien. Un silence pesant, je me suis laissé tomber sur sa chaise, les mains tremblantes. Mon oncle avait disparu, et tout indiquait qu'il était parti dans cette forêt, obsédé par quelque chose qu'il avait vraiment trouvé. Je suis resté là un moment, parcourant ses carnets. Il y parlait de sons venant des profondeurs de la terre, de tunnels oubliés, datant de la Seconde Guerre mondiale, d'anciennes installations militaires abandonnées. Il évoquait des cartes qui n'apparaissaient sur aucun registre officiel, des constructions souterraines camouflées. Mais surtout, il revenait souvent sur ce qu'il appelait la chambre des battements. Une hypothèse complètement folle, selon lui, un être inconnu ou une machine, il n'en était pas sûr, dormait sous terre et le monde entier était assis dessus sans le savoir. Il pensait que les battements qu'il captait étaient ceux d'un cœur, pas humain. Je n'aurais jamais cru à tout cela si je n'avais pas entendu ces sons moi-même, si je n'avais pas vu ces notes, aussi précises qu'obsessionnelles, et surtout si je ne connaissais pas mon oncle. Il n'était pas fou, étrange oui, mais pas fou. Et puis il y avait cette note, seule presque propre sur son bureau. Si tu lis ceci, Clément, c'est que je suis déjà là-bas. Ne viens pas. Ce que j'ai trouvé n'est pas pour nous. C'est ancien, c'est froid, et ça pense. Ça nous regarde. J'aurais dû écouter, mais je ne pouvais pas le laisser là-bas. Je me suis levé, j'ai pris la carte, ses notes les plus récentes, une lampe torche et son magnétophone, et je suis parti, en direction de ce point noirci sur la carte, là où la forêt devenait plus dense, plus silencieuse, plus inquiétante. Je ne le savais pas encore, mais ce que j'allais découvrir allait bien au-delà de tout ce que mon oncle avait pu imaginer. Et moi, je ne reviendrai peut-être pas non plus. Je suis parti au lever du jour. Le ciel était encore teinté de violet, et une brume fine rampait sur le sol comme une créature vivante. La forêt de l'Ormont, que je connaissais pourtant bien, semblait différente ce matin-là. Plus dense, plus froide, comme si elle savait que je venais chercher quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé. J'avais mis les notes de mon oncle dans mon sac, ainsi que quelques provisions, une lampe frontale, une corde, un carnet, un canif, rien de bien impressionnant, mais je ne comptais pas m'aventurer trop loin. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Le point marqué sur la carte se situait à environ 2 heures de marche depuis la dernière piste forestière. Pas de sentier officiel, juste une direction, quelques coordonnées et la sensation persistante d'avancer vers quelque chose de profondément anormal. Au bout d'1 heure, je n'entendais plus rien, plus d'oiseaux, plus de vent, rien que le craquement de mes pas sur les feuilles mortes. C'était comme si la forêt retenait son souffle. Et ce silence, il avait quelque chose de lourd, comme un avertissement silencieux. Je suis tombé sur les premiers signes d'activité humaine, bien plus tôt que prévu, une barrière en bois, pourrie par le temps, cachée sous une haie d'aubépines. Dessus, une vieille pancarte en métal presque illisible, sur laquelle on pouvait encore deviner les mots « zone interdite »,« danger »,« propriété militaire ». La rouille avait effacé le reste. Je me suis figé. C'était exactement comme mon oncle l'avait décrit dans ses notes. Une entrée dissimulée derrière un rideau d'arbres, là où même les chasseurs ne posaient jamais les pieds. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. À partir de cet instant, chaque pas me semblait plus lourd, comme si le sol lui-même essayait de me retenir. Peu après, je l'ai trouvé, l'entrée, une ouverture béante dans la roche, dissimulée derrière un pan de lierre, à flanc de colline. À première vue, on aurait pu croire à une grotte naturelle, mais en s'approchant, on distinguait clairement les signes d'une structure artificielle, du béton fissuré, des plaques métalliques rouillées et des câbles électriques arrachés courant le long des parois. C'était un tunnel qui descendait, et mon oncle était passé par là. Il y avait encore ses traces, une corde d'escalade attachée à un piton, des marques de pas fraîches dans la poussière. Je suis resté un long moment à l'entrée, hésitant.
Un frisson m'a parcouru la nuque, pas à cause du froid, mais d'une peur primitive, sourde, celle qu'on ressent face à l'inconnu, à l'irréversible. Mais j'ai allumé ma lampe, j'ai vérifié ma montre, j'ai pris une profonde inspiration, et je suis entré. L'air était humide, chargé d'une odeur métallique, presque comme du sang. Le faisceau de ma lampe révélait des murs sales, couverts de mousse, par endroits griffés, ou peut-être simplement érodés par le temps. Et ce silence, ce maudit silence, il était encore plus profond à l'intérieur. On aurait dit que le son lui-même refusait d'exister ici. Je descendais lentement, un pas après l'autre, la corde me guidant comme un fil d'Ariane. Le tunnel n'était pas droit, il tournait, serpentait, s'enfonçait dans les entrailles de la colline. À certains endroits, je devais me baisser. À d'autres, je sentais des courants d'air glacé me frôler les chevilles, comme des souffles. Puis je l'ai entendu, le bruit, ce battement sourd, régulier, comme un tambour, comme un cœur. Je me suis arrêté, retenant ma respiration. Le son venait du fond, plus bas. C'était faible, mais bien là, et il vibrait dans les murs, dans le sol, dans mes os. Mon oncle avait raison. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, mais quand je suis arrivé à la première salle, j'avais déjà l'impression d'avoir quitté le monde réel depuis longtemps. La pièce était ronde, creusée dans la roche, et entièrement vide à l'exception d'un ancien panneau de contrôle encastré dans le mur. Des câbles pendaient du plafond, certains encore alimentés, clignotant faiblement, comme si quelque chose quelque part fournissait encore de l'électricité. Je me suis approché du panneau. Les inscriptions étaient illisibles, mais une lumière rouge pulsait doucement, au rythme du battement, comme un avertissement, comme un signal. Et puis je l'ai vu, une caméra, ancienne, poussiéreuse, mais orientée droit sur l'entrée. Quelqu'un ou quelque chose savait que j'étais là. J'ai reculé lentement, sentant une montée d'adrénaline m'envahir. J'ai voulu faire demi-tour, mais c'est là que j'ai entendu un autre son, un cri, faible, étouffé, presque humain, et tout au fond, une voix. Clément, c'était lui, c'était la voix de mon oncle. Mais ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de déformé, comme s'il parlait à travers de l'eau, ou comme si une autre entité imitait sa voix, et pourtant je ne pouvais pas partir. Pas maintenant, je devais continuer. Je ne saurais expliquer pourquoi je n'ai pas fui à cet instant. Chaque fibre de mon corps me criait de remonter, de sortir de ce tunnel, de fuir cette chose qui imitait la voix de mon oncle. Et pourtant, j'ai continué, lentement, presque hypnotisé. Le couloir qui s'ouvrait au-delà de la première salle était plus ancien, plus organique. Il ne ressemblait plus à une construction humaine. Les murs n'étaient plus faits de béton ou de roches brutes, mais de matières différentes. Quelque chose d'inexplicable, comme si la structure elle-même avait muté avec le temps. Il semblait vivant, oui vivant. C'est difficile à expliquer, mais à mesure que j'avançais, je sentais une respiration autour de moi. Le sol sous mes pieds n'était plus dur, mais spongieux, presque humide. Par endroits, ma lampe révélait des sortes de veines noires courant le long des murs, pulsant lentement avec cette même fréquence rythmique, ce même battement grave que j'entendais depuis mon entrée, et ce bruit, ce battement, devenait plus fort. Il semblait me guider, battre avec mon cœur, non en moi. Comme si quelque chose synchronisait ma propre fréquence vitale à la sienne. Une sensation d'invasion insidieuse s'installait, comme si je cessais peu à peu d'être seul dans ma tête. Je suis passé devant une alcôve. Il y avait là des cages. Oui, des cages. Rouillées, en partie écrasées par le poids du plafond qui s'était affaissé, mais toujours reconnaissables. À l'intérieur, de vieux ossements. Pas humains, ou en tout cas, pas entièrement. Certains restes avaient des membres tordus, une colonne vertébrale bien trop longue pour appartenir à un homme. Et ces crânes, certains semblaient humains, d'autres portaient des orbites trop larges, des mâchoires déformées, des trous où rien ne devrait exister. Un frisson glacial m'a traversé, j'ai tenté de rationaliser. Des expériences animales peut-être,
des tests génétiques, mais rien de tout cela ne collait vraiment. Il y avait quelque chose de sacrilège dans cette architecture, comme si ce tunnel n'était pas seulement un lieu, mais un organe, une entité, un être colossal et souterrain dont je parcourais les entrailles. La voix est revenue, encore plus proche cette fois. « Clément, aide-moi ». C'était la voix de mon oncle, j'en étais sûr. Mais il y avait toujours cette distorsion, comme si elle passait à travers un filtre vivant, une membrane douloureuse, et puis une autre voix s'y est superposée. Grave, lente, répétitive, comme un écho antédiluvien. Il est là, il entre, il entre. J'ai accéléré le pas. J'ai débouché dans une nouvelle salle. Cette fois, elle était gigantesque, circulaire, mais dont les murs disparaissaient dans l'obscurité. Le plafond était si haut qu'on n'en voyait pas la fin. Des tuyaux organiques pendaient goûtant un liquide noirâtre qui fumait légèrement au contact du sol. Et au centre, il y avait un puits. Un énorme puits circulaire bordé d'inscriptions que je ne reconnaissais pas. Des symboles étranges, anciens, gravés dans une matière noire qui semblait absorber la lumière. En m'approchant, j'ai senti une chaleur qui ne venait pas de l'air mais de mon propre corps. Comme si le puits me tirait quelque chose, me dérobait de l'intérieur. Je me suis penché au-dessus, et là je l'ai vu, mon oncle. Enfin, ce qu'il en restait, suspendu à mi-hauteur du puits, dans une sorte de cocon translucide accroché à la paroi. Ses yeux étaient ouverts. Il me fixait, et il parlait, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Sa voix résonnait directement dans mon esprit. Ce n'est pas un tunnel, c'est un passage. Tu dois fuir ce qu'ils ont le réveillé, ce qu'ils ont nourri. C'est trop tard pour moi. Le cocon a frémi, quelque chose a bougé à l'intérieur. Pas mon oncle, une autre silhouette. Plus grande, plus sombre, comme une ombre naissante en lui. Puis soudain, le battement s'est arrêté. Pas diminué, arrêté net. Le silence, le vrai silence, s'est installé. Et alors, tout autour de moi, les murs ont respiré. Littéralement, un souffle massif comme celui d'un géant endormi depuis des siècles a parcouru la structure. J'ai reculé, paniqué, trébuchant sur un câble vivant qui s'est enroulé autour de ma cheville. J'ai hurlé et j'ai couru, sans réfléchir, sans regarder en arrière. Je me suis jeté dans les couloirs, ignorant les bifurcations, les cris, les pleurs, les voix multiples qui murmuraient désormais mon nom. Et dans ma fuite, je l'ai vu. Lui, la chose. Ce n'était pas une créature. Pas vraiment. C'était un fragment. Un appendice. Un œil sans pupille. Une bouche sans fin. Un être sans forme qui rampait lentement dans ma direction comme un fleuve vivant de noirceur. J'ai couru jusqu'à m'écrouler, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Et juste avant de perdre conscience, j'ai senti une main m'agripper l'épaule. Une main humaine. Et une voix. Tu ne devrais pas être là. Je me suis réveillé dans l'obscurité. Une obscurité totale, compacte, comme si le monde avait été recouvert d'un tissu noir. Mon corps me faisait souffrir. Chaque muscle semblait avoir été écrasé sous une pression inhumaine. Je ne savais pas combien de temps j'avais été inconscient, ni comment j'étais encore vivant. Puis, j'ai entendu une respiration. Calme, proche, pas la mienne. Tu es revenu. La voix appartenait à une femme, douce mais ferme, et surtout humaine. Ce fut un choc. Une lumière s'est allumée, une vieille lampe torche. Je l'ai vue, une femme d'environ 50 ans. Le visage marqué par des années passées dans un monde sans soleil, les yeux creusés mais vifs. Elle portait des vêtements rafistolés, une combinaison de fortune, et autour d'elle, un petit campement de fortune, protégé par des murs faits de tôle, de câbles et de sacs de sable. J'étais dans une sorte de pièce barricadée, comme un abri anti-souffle, mais entièrement souterrain. Où suis-je? Ai-je murmuré, la gorge sèche? Elle m'a tendu une gourde. L'eau avait un goût métallique, mais elle m'a redonné un semblant de lucidité. Tu es dans l'abdomen, on l'appelle comme ça.
C'est l'un des rares endroits où il ne peut pas entrer complètement. Trop de métal, trop de bruit. Il n'aime pas ça. Je l'ai regardé perdu. Elle a soupiré comme si elle n'avait pas envie de tout réexpliquer, mais savait qu'elle devait le faire. Tu as vu ce qu'il y a dans ce tunnel, pas vrai? Ce n'est pas un tunnel. C'est une créature, un organisme, un esprit, un dieu oublié ou une chose née dans les couches les plus anciennes de la Terre. Je ne sais pas. Personne ne sait. Elle a marqué une pause, puis elle a levé un doigt tremblant. Mais je sais ceci, tu n'es pas le premier à venir ici, et tu ne seras pas le dernier. Elle m'a raconté. Cela fait 9 ans qu'elle est là. Elle s'appelle Irène, et elle faisait partie d'une expédition militaire envoyée dans ces tunnels après une série de disparitions inexpliquées. Un projet secret, classifié, dont elle n'a jamais su les vraies intentions. Ils étaient 20 au départ. Ils ne sont plus que 3 aujourd'hui. Le silence, c'est lui. Quand le battement s'arrête, c'est qu'il t'écoute. Elle m'a montré un plan, griffonné sur un vieux carnet. Des tunnels entremêlés, comme un réseau de veines. Elle m'a expliqué que la chose, peu importe ce qu'elle est, se déplace lentement, mais elle sait quand tu es là. Elle te sent. Elle s'infiltre dans ton esprit, doucement, jusqu'à t'arracher à toi-même. Certains deviennent fous, d'autres changent. Ils deviennent des parties de lui, des hôtes, des relais. Elle m'a conduit dans une autre pièce, plus petite. 2 hommes y étaient installés, en silence. L'un d'eux semblait absent, les yeux rivés sur le mur, tremblant sans cesse. L'autre m'a simplement regardé et dit « Il t'a parlé, hein? Il te parle toujours. Il promet. Il ment. Il monte en toi. » Irène m'a expliqué qu'ils avaient survécu grâce à une routine stricte, bruit constant radio, moteur, marteau, lumière vive, alternance de veille et de sommeil, jamais seul, et surtout ne jamais écouter trop longtemps quand il chuchote. Mais j'avais déjà trop entendu, je sentais encore sa présence dans mes pensées, comme une tache d'encre noire qui s'étale sur une feuille blanche. Il s'était introduit, Irène l'a compris. Tu n'as plus beaucoup de temps. Il faut qu'on remonte. Maintenant, mais remonter signifiait traverser de nouveau les couloirs. Elle disait connaître un itinéraire sûr, un vieux tunnel de service, inutilisé, qui remontait jusqu'à une station désaffectée. Nous avons préparé notre départ. Sac à dos, lampe à piles, armes improvisées, et des bruits, partout, radio en boucle, moteur de ventilateur portatif, chaîne en métal qui s'entrechoquent, tout pour garder le silence à distance. Alors que nous partions, un des 2 hommes a tenté de nous suivre, celui qui parlait peu. Je viens. Il faut pas rester, il faut pas rester. Mais Irène l'a stoppé net. Pas toi. Il t'a déjà pris. Il a fondu en larmes. Puis il s'est mis à rire. Et enfin il a commencé à murmurer, la voix de mon oncle. Parfaitement, sans hésitation. Nous avons fui. Irène a verrouillé la porte derrière nous, en sanglotant. Les couloirs que nous avons empruntés étaient pires que tout ce que j'avais vu jusque-là. Des morceaux de corps fossilisés dans les parois, des squelettes fusionnés avec la roche, parfois même des choses encore vivantes, mais qui ne bougeaient plus, des yeux ouverts, figés, qui suivaient notre progression, sans jamais cligner. À un moment, Irène s'est arrêtée. On y est presque. Juste après cette galerie, on sera dans la vieille station. Mais une alarme s'est déclenchée. Un vieux détecteur de mouvement, rouillé mais encore fonctionnel. Et puis, le battement. De nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas lui qui venait. C'était nous qui approchions de son cœur. Et Irène le savait. Cours, cours maintenant. Et surtout, ne te retourne pas. On a couru à perdre haleine. Le tunnel devant nous semblait se resserrer, se contracter comme si la roche elle-même tentait de nous avaler. Chaque pas résonnait avec une violence assourdissante, et malgré le vacarme que nous faisions volontairement, la radio crachotante, les chaînes métalliques attachées à notre sac, les coups de marteau sur les parois,
le battement couvrait tout. Il était plus fort, plus profond. Il ne se contentait plus de vibrer dans l'air, il résonnait en moi. Je sentais sa cadence dans mes tempes, dans mes dents, dans mes pensées. Irène criait devant moi, mais je ne comprenais plus ses mots. Tout était comme immergé dans un liquide sombre, un monde étouffé, ralenti, englouti. Les parois du tunnel pulsaient faiblement, comme si nous étions à l'intérieur d'un être vivant, quelque chose de gigantesque et ancien, une chose qui dormait depuis des millénaires, mais qui maintenant se réveillait. Nous avons atteint un virage, une porte en métal, rouillée, presque dissimulée par des racines fossilisées et des résidus d'une matière noire, collante. Irène a forcé l'ouverture avec une barre de fer. Le grincement du métal m'a déchiré les oreilles, un cri strident, inhumain, et pour la première fois, le battement a cessé. Un silence absolu, pas le silence rassurant du sommeil ou de la paix, un vide, une absence de tout. Irène a figé. Elle a murmuré, la voix tremblante, il nous a entendus, nous sommes entrés dans une grande cavité, immense, plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer sous terre. Une cathédrale souterraine, et au centre, ça. Je n'ai pas de mots précis pour le décrire, ce n'était ni un cœur, ni une machine, ni une créature identifiable. C'était une masse, organique, palpitante, faite de chair, de roches, de câbles, de morceaux de métal, de débris, de visages, des visages, certains déformés, d'autres encore reconnaissables, des centaines, certains encore vivants, qui me fixaient. Et au centre de cette chose, une forme humanoïde, gigantesque, suspendue, avec les bras ouverts comme un martyr. C'était mon oncle, ou du moins, ce qu'il était devenu. Ses yeux étaient ouverts, et quand il a parlé dans ma tête. Tu es descendu pour me retrouver, et te voilà enfin. J'ai vacillé. Irène m'a tiré en arrière, me hurlant de ne pas écouter, de ne pas répondre. Elle me frappait presque pour que je reste lucide, mais c'était trop tard. Je le comprenais maintenant. Cette chose n'était pas juste un monstre. C'était une conscience collective, un esprit composite fait des âmes de ceux qui étaient descendus ici. Des souvenirs, des pensées, des peurs. Et mon oncle, il n'était pas mort. Il avait fusionné. Il était devenu une antenne, un relais entre l'humain et ce qu'il y avait en dessous. Il te veut toi maintenant, a hurlé Irène, parce que tu lui résistes, parce que tu le comprends sans sombrer. Tu es un réceptacle. Elle m'a remis une grenade artisanale, bricolée avec des explosifs de forage. Elle m'a fixé avec intensité. Fais-le, il faut le brûler, maintenant, avant qu'il ne sorte de ce gouffre. Mais je n'arrivais pas à bouger. J'étais figé, hypnotisé. La chose me montrait des visions. Une terre recouverte de cette matière noire, des villes englouties dans un silence vivant, des humains marchant sans penser, tous connectés, une paix parfaite, disait-elle, une unité, une soumission totale. Irène m'a frappé, fort. Elle m'a crié de revenir, de me souvenir de qui j'étais. Alors j'ai couru, pas vers la sortie, vers le cœur, vers lui. Je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cette entité grimper à la surface. Je me suis jeté sur la plateforme centrale, la grenade à la main. Les visages sur la masse palpitante se sont mis à crier. Des centaines de cris humains, désespérés, comme s'ils tentaient de me convaincre de reculer. Et là, j'ai vu les yeux de mon oncle s'ouvrir pleinement. Il m'a regardé, et il a souri. Merci, j'ai dégoupillé. Boum. Et puis, le noir, rien, mais ce n'était pas la fin. Je me suis réveillé dans l'obscurité. Pas une obscurité normale. Celle-ci avait une densité, une présence, elle me regardait. J'étais allongé, coincé, le corps engourdi, incapable de dire si j'étais encore vivant ou autre chose. Autour de moi, des échos étouffés, comme si j'étais sous l'eau ou dans une coquille épaisse. Mon souffle était court, l'air avait une odeur de métal brûlé et de cendres froides.
La dernière chose dont je me souvenais, c'était le sourire de mon oncle et la détonation. Mais maintenant, j'étais ici. Je n'étais plus dans le gouffre, pas vraiment. Je me suis assis lentement. Mon corps me répondait, douloureux mais intact. J'étais dans une chambre d'hôpital. Lumière blafarde, mur gris, odeur de désinfectant. Une infirmière silencieuse m'observait depuis l'encadrement de la porte. Elle ne disait rien, juste ce regard trop fixe, trop long. Je lui ai demandé où j'étais. Elle a souri sans répondre. Puis elle est repartie. Je me suis levé, le cœur battant, avec l'impression qu'un fil invisible m'était attaché au cou, comme si quelque chose mesurait chacun de mes mouvements. J'ai quitté la chambre, seul. Dans le couloir, une suite de portes numérotées. Aucun bruit, pas d'autres patients, pas de soignants. Une atmosphère figée, comme si le monde entier retenait son souffle. À la porte 14, je me suis arrêté. Elle vibrait, un battement sourd familier, le même que dans le gouffre. Non, ce n'était pas possible. J'avais tout détruit. Je l'avais vu exploser. J'avais vu la lumière, entendu les cris. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur, une silhouette assise sur un lit, dos tourné, immobile. Je suis entré. Tonton, la silhouette s'est tournée lentement. Ce n'était pas lui. C'était un homme au visage inconnu, mais ses yeux, c'étaient les mêmes. Le même regard que celui que j'avais vu au cœur du gouffre. Cette chose que mon oncle était devenu. Mais ici, maintenant dans un corps neuf, intact. Il m'a fixé longuement, puis il a parlé d'une voix calme, presque douce. On ne détruit pas ce qui n'est pas né. Tu m'as seulement réveillé. Je me suis reculé. Il s'est levé, très lentement. Pas de geste brusque, pas de violence. Juste cette confiance absolue de celui qui n'a rien à craindre. Nous sommes remontés, tous, par toi, grâce à toi. J'ai hurlé, j'ai couru, mais le couloir ne finissait pas, il s'étirait. Les néons grésillaient au-dessus de ma tête, et derrière moi les portes s'ouvraient une à une, lentement. Derrière chaque porte, un visage, des centaines de visages. Certains que j'avais vus dans le gouffre, d'autres que je ne connaissais pas. Mais tous me regardaient, des porteurs, des réceptacles. La chose ne se contentait plus de rester dans les profondeurs. Elle infestait. Elle colonisait, et j'en étais le vecteur. J'ai fini par trouver une sortie, une porte de secours, rouillée. J'ai couru dans la nuit, pieds nus, sous la pluie. Le monde autour de moi semblait normal, mais tout sonnait faux, trop silencieux, trop figé. Les réverbères ne grésillaient pas, les chiens ne hurlaient pas, les voitures ne passaient pas, comme si tout le monde attendait quelque chose. Je suis rentré chez moi. Ma maison était vide, intacte comme je l'avais laissée. Mais sur la table, un objet, une radio, allumée. Elle grésillait doucement. Puis une voix est sortie du haut-parleur. Une voix familière. Tu as vu ce qu'il y avait sous la surface. Maintenant montre-leur. Puis le bruit du battement est revenu. Fort, inévitable. Je me suis assis et j'ai compris. La chose n'était jamais restée dans le gouffre. Le gouffre, c'était juste la première porte. Ceux qui dormaient là-bas, ceux qui s'étaient nourris de mon oncle, de ceux d'avant lui, avaient trouvé le moyen de remonter. Et en m'épargnant, en me laissant partir, elle m'avait fait devenir son messager, son témoin, son prophète involontaire. Chaque mot que je dis, chaque souvenir que je partage, chaque fois que je raconte cette histoire, je l'amplifie. Et vous qui écoutez maintenant, vous l'entendez. Pas vrai, ce battement, il est là, juste derrière vous. L'aube semblait avoir disparu. La lumière, faible, pâle, filtrait à peine à travers les rideaux de ma chambre, mais la pièce était encore froide, trop froide. Une chaleur oppressante se faisait sentir sous ma peau, une chaleur liquide, comme si l'air lui-même devenait plus dense à chaque instant.
Je savais que je ne pouvais pas fuir. Pas cette fois. Je me suis levé. La radio sur la table, celle qui avait commencé à grésiller la nuit dernière, était toujours allumée et le battement n'avait jamais cessé. Il était devenu un battement de cœur, résonnant dans mes veines, dans mes oreilles, dans ma tête. Il s'amplifiait. Je n'avais pas besoin de regarder la radio pour savoir ce qu'elle allait dire. Chaque mot, chaque phrase, chaque son semblait déjà écrit dans mon esprit. Cette voix, elle m'appartenait maintenant tout autant que la chose qui s'était réveillée en moi. Je l'avais invoquée, je l'avais relâchée dans le monde. Et maintenant, c'était à mon tour de payer. Je me suis assis, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. Tout ce que j'avais appris jusqu'ici n'était qu'un préambule à ce qui allait arriver. La vraie question n'était pas de savoir comment tout ça finirait, mais quand. Puis, dans un chuchotement presque imperceptible, la radio cracha une nouvelle phrase. « Ils sont tous là. Et toi aussi. » Je me suis figé. Chaque muscle de mon corps s'est tendu, mes doigts agrippant les bords de la table. La voix était plus profonde, plus sombre. Elle venait du fond de la pièce, du fond de mon âme. Je pouvais sentir sa présence comme une pression contre mes tempes. Je ne pouvais pas respirer. Un cri m'échappa, involontaire, mais il se perdit dans le battement. Le sol sous mes pieds sembla se déformer, se tordre, comme si la réalité elle-même commençait à s'effondrer. J'ai vu l'ombre passer sous la porte, rapide, furtive. Puis, des pas, longs, lourds, traînants, s'approchant à une vitesse inhumaine. Tout s'est figé à l'instant où j'ai posé la main sur la poignée de la porte. Je savais que l'autre côté était une frontière que je ne pouvais pas franchir. Si j'ouvrais cette porte, je serais perdu à jamais. Mais si je ne le faisais pas, je n'aurais pas d'autre choix que de la rejoindre. Le battement ne cessait jamais. La chose avait trouvé un moyen d'infester ce monde. Et moi, j'étais son dernier canal. Ce battement était le dernier appel. J'ai rouvert la porte, et ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'aux os. La pièce n'était plus la même. Le monde autour de moi ne ressemblait plus à rien que je connaissais. C'était comme si tout s'était distordu, brisé, remodelé sous l'effet d'une pression invisible. Les murs étaient recouverts de traces, de signes. Des signes qui semblaient flotter dans l'air, se mouvant lentement, comme des écrits maudits. Le sol était tapissé d'une fine poussière noire, presque organique. Chaque pas que je faisais semblait réveiller un bruit sourd et guttural. Puis je l'ai vue, elle. Elle était là, devant moi, dans un coin de la pièce. Une silhouette grande et floue, dont les contours se modifiaient en fonction de la lumière. Son visage, il n'était pas humain. Ni un monstre, ni un visage connu. Juste une forme, et à côté d'elle, un autre corps, un autre réceptacle, mon oncle. Il était là, immobile, sans vie, ou plutôt il n'était plus lui-même. Ses yeux étaient vides, noirs comme des abîmes. Son corps semblait encore humain, mais son regard c'était celui de la chose qui le possédait. Et moi je n'étais plus qu'un pont entre ces deux mondes. La chose leva la main, et l'ombre s'étira dans l'air, se tordant autour de moi comme des serpents noirs. Tu as ouvert la porte, tu es maintenant l'un de nous. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps tout entier semblait pris dans une grande toile invisible. Chaque fibre de mon être se tendait sous la pression, chaque pensée devenait étrangère, comme si quelque chose d'autre, quelque chose d'obscur, avait pris le contrôle. Et dans l'obscurité grandissante, il y eut un bruit de chaînes, des chaînes qui se sont tendues, se sont fixées autour de moi. Et là, au fond de mes yeux, j'ai vu ce qu'il cherchait à me montrer, une mer de visages vagabonds, flottant, suspendus dans un espace où le temps n'existait plus. Un cri s'éteignit dans ma gorge, puis tout s'arrêta, le battement cessa. Mais pas le silence absolu. Tout était fini. Le monde que j'avais connu, il n'existait plus. Et moi, je n'étais plus un simple témoin. J'étais le dernier signal.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre histoire. Ce voyage à travers l'inconnu, ce plongeon dans l'obscurité, a pris fin. Mais peut-on vraiment parler de fin? Car, dans les ténèbres, il y a toujours quelque chose qui attend, quelque chose qui nous observe. Le dernier battement, le dernier signal, ne sont-ils qu'une pause avant le prochain réveil? Nous avons laissé derrière nous un monde qui n'était déjà plus tout à fait réel. Un monde où la frontière entre le connu et l'inconnu s'est effondrée. Le narrateur, perdu dans les ténèbres de l'au-delà, est-il seul? Ou bien tout cela n'était-il qu'une porte ouverte vers quelque chose de bien plus grand, bien plus terrifiant? Nous ne saurons jamais, mais ce qui est certain, c'est que l'histoire ne s'arrête pas ici. Chaque symbole, chaque mot, chaque geste dans cette narration nous rappelle que parfois, les mystères ne sont jamais résolus. Ils nous hantent, nous appellent, et ils reviendront. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner. Et rappelez-vous, la nuit est toujours pleine de secrets. Soyez vigilants, car parfois, le plus grand danger ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend dans le silence.